Bien, maintenant il va falloir que je raconte trois histoires séparées. Ça promet des vidéos bien longues. Donc, il y a donc trois morceaux sur lesquels on se centre dans cet épisode, et je sens que ça va être sur le cas pour pas mal d'épisodes à partir de maintenant. Pour commencer, on a le flashback autour de Prince Charmant et de Blanche-Neige, et je suis bien content qui détaille un petit peu comment ils ont récupéré le trône. Alors, ça se passe donc en pleine guerre contre le roi Trouduc, qui arrive à faire capturer Blanche-Neige par Lancelot. Donc, joué par un acteur noir, ça ne me dérange pas du tout, et honnêtement, l'acteur est bien. Je trouve un peu dommage le fait que je sens qu'il va pas être très exploité, vu le sort qui lui est réservé à la fin de l'épisode, mais... Mais donc, il l'amène au roi Trouduc, qui lui raconte que sa femme a été maudite pour ne pas avoir d'enfant, comme on l'avait vu dans l'épisode 10 ou 6, c'était l'épisode 6. L'épisode 6 de la saison 1, on apprenait ça, donc il répète ça, et il décide d'infliger au prince charmant le même sort en faisant boire la fameuse potion qui avait maudite sa femme en maudissant Blanche-Neige du même sort. Il décide de l'acheter, hein, parce que voilà, il a accompli son office, mais Lancelot, qui se sent mal après ce qu'il a fait, parce qu'il a encore un peu d'honneur, décide de l'accompagner, et il décide, en leur enseignant que le roi George a envoyé des soldats au, à la cabane de sa mère, qui n'est pas morte au final. Voilà, elle est encore vivante, malgré le fait que, que le roi Trouduc a menacé David de s'en prendre à sa mère si elle ne lui obéissait pas. Apparemment, il l'a laissé tranquille. Il a décidé juste maintenant de le faire. Même à la limite, le truc le plus logique, le plus intelligent de sa part, ça aurait été de la capturer, quoi, sa mère, de la voir comme otage pour pouvoir avoir un moyen de pression sur lui. Mais non, il a laissé vivre sa vie apparemment. Ok, c'est le truc du flashback qui m'a pas plu. Euh, mais, mais ok, donc si on enlève ce souci de continuité là, donc les soldats arrivent, malgré le fait que le prince se batte comme un diable, il n'arrive pas à sauver sa mère qui est touchée par une flèche empoisonnée. Vraiment pas de veine. Je veux dire, je veux dire, tous les archers avaient des flèches empoisonnées spéciales avec un poison fort et tout, parce que c'est un poison fort pour ça. Je veux dire, il y a mis les moyens, le roi, hein. Mais donc, juste à ce moment-là, Blanche-Neige et Lancelot arrive, et c'est là que le prince charmant se rappelle du fameux lac de l'épisode 10, de la saison 1 cette fois, dont il s'était servi de l'eau pour guérir l'amoureux d'Abigail. J'espère qu'on la reverra un peu, Abigail. J'ai ça rapidement, mais ouais, quoi, depuis l'épisode où elle réapparaît, l'épisode de, je sais plus combien, l'épisode 19 ou 18, on n'en a plus rien à foutre, quoi. Du personnage, il apparaît plus, on parle rapidement d'elle, et puis merde, quoi. J'espère qu'elle réapparaîtra un petit peu, histoire de dire, quoi. Ne serait-ce que pour voir qu'elle s'est réunie avec son amoureux, justement, parce que on avait vu dans son épisode dédié, l'épisode 14 ou 15, j'ai beaucoup de mal. Je crois que c'est l'épisode 14 de la saison 1 qui lui était dédié, que son amoureux était en vie à Storybrooke. Donc j'espère qu'on les reverra ensemble, ne serait-ce que rapidement dans la saison. Ce serait cool. Donc fin de la parenthèse. Donc ils vont au lac, mais comme le prince charmant a tué la sirène du coin, le lac est desséché, et manque de bol, ou plutôt mini-bol, en gros, il reste une coquille d'escargot qui contient une petite lichette de l'eau sacrée. Voilà, c'est-à-dire, histoire de trouver une excuse pour dire, il y a moyen de sauver qu'une seule personne. La mère de David, qui espérait pouvoir se soigner et soigner Blanche-Neige avec l'eau de ce lac, ne va pas y arriver donc, et elle décide de dire vas-y, bois à ma place. Malheureusement non, Blanche-Neige incite non, vous devez survivre, c'est plus important. Et elle joue un petit tour assez astucieux pour faire croire qu'elle va mourir, et les amène un petit peu à se marier devant elle pour qu'elle boive une espèce d'eau sacrée dans laquelle elle aura demandé à Lancelot de mettre l'eau pour guérir.
Et donc, sans le savoir, donc elle s'est guérie au détriment de sa belle-mère, Blanche-Neige. Et c'était un moment très touchant, le moment où elle meurt, où le prince charmant est assez brave. Je veux dire, c'était très touchant à ce moment-là. C'est le seul petit truc que j'aurais à reprocher à ça, c'est le moment où Blanche-Neige finit par découvrir que Lancelot a manigancé ça avec sa mère, la mère de David. Et tout ce qu'elle a comme réaction, c'est un sourire de contentement, histoire de dire, il devrait y avoir des émotions conflictuelles là, c'est-à-dire que elle l'a manipulée et à cause de ça elle est morte. Alors que si elle l'avait pas manipulée et n'avait pas été morte, il y aurait peut-être eu moyen de soigner, de guérir sa malédiction. Ah, apparemment, le baiser d'amour sincère, ça marche pas pour ça non plus. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend des malédictions. On dit que c'est le remède le plus puissant, mais pas tout le temps. Voilà. J'imagine qu'il fallait embrasser son ventre ou l'intérieur de son ventre pour que ça marche ou une connerie comme ça. Je vais pas chercher à fond la logique là-dedans. C'est pas gravissime. C'est le seul petit truc qui m'a gêné à la fin, c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'elle affiche juste de la joie, elle est juste contente alors qu'elle devrait avoir des émotions conflictuelles, Blanche-Neige, à ce moment-là. Parce que oui, je vais pouvoir avoir des enfants, mais une femme de bien est morte pour ça. Dans le monde des contes de fées de maintenant, Emma et Blanche-Neige, bon déjà le coup de Cora qui essaie de les amadouer, ça va nulle part. Et au début j'avais cru que c'était encore une fausse piste, une espèce de cliffhanger qui allait nulle part. Au final ça ira quelque part. Donc Blanche-Neige se réveille, elle reconnaît Cora. Normal qu'elle reconnaisse Cora, pourquoi j'y ai pas pensé. Et donc elle dit à Emma de se méfier d'elle. Et c'est là qu'elles sont amenées devant celui qui dirige le fameux camp des réfugiés du conte de fées en gros, qui s'avère être Lancelot. Lancelot donc qui est très ami avec Blanche-Neige maintenant, et donc qui accepte de les laisser partir, chercher un moyen de retourner à leur monde, et le moyen auquel Blanche-Neige pense, c'est l'armoire magique, qui pourrait peut-être recharger. Juste un truc, parce que voilà, si c'était une possibilité, cette espèce d'armoire à recharger, pourquoi est-ce que lors de la réunion pour préparer à la malédiction de Regina, personne ne s'est dit ah, on va peut-être essayer de voir si on peut pas la recharger pour amener 2 personnes de plus après, ou alors c'était vraiment, elle était trop ric-rac dans le temps à ce point-là, je sais pas, je trouve ça bizarre, faut quand même partir du principe qu'elle a mis des mois et des mois à la lancer sa malédiction Regina. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin bon, c'est pas trop grave ça. Donc elles s'y rendent. Aurore qui nous la joue. C'est de sa faute si mon Philippe est mort. Pour une raison stupide, j'ai vraiment pas compris ce délire comme quoi à la fin de l'épisode 1 et à la fin de l'épisode 2, ils considéraient ces deux-là, Emma et Blanche-Neige, comme responsable. Bon, je sais que c'est louche, je comprends que ce soit louche d'apparaître comme ça dans votre monde, mais pourquoi vous partez du principe que c'est elle la cause? Je comprends pas très bien, j'ai pas très bien compris ce délire-là. Et Aurore, elle continue dans cette pensée idiote, sachant que bon, je vais pas trop la blâmer pour ça, je veux dire, elle vient tout juste de se réveiller, elle est encore nouvelle avec tous ces trucs qui lui tombent dessus, c'est tout à fait compréhensible. Elle voit Emma et Blanche-Neige partir accompagnées par Mulan pour aller trouver l'armoire, et elle décide de les suivre avec un couteau pour se venger bêtement. Bon, elle se fait vite maîtriser par Blanche-Neige qui lui remet un peu les idées en place. Donc c'était une excuse pour dire qu'elle fait partie du voyage, en gros, c'est tout. Il fallait qu'on ait 4 filles, ben voilà la quatrième, on va la forcer un petit peu. Mine de rien, malgré tout ça, j'ai pas particulièrement désapprécié Aurore dans cet épisode-là. J'ai largement plus désapprécié Emma, qui nous l'a joué, moi je sais comment ça marche, j'ai vaincu un dragon, j'ai des couilles qui me poussent. Et donc pendant la première moitié de l'épisode, elle arrête pas de se la jouer en disant ouais c'est bon, je peux me débrouiller, gna gna gna, là, en mode j'écoute personne, je fais comme comme il me plaît, j'essaye pas de réfléchir. Et donc oui, ça lui revient un peu à la gueule.
Et ça amène une scène assez badass où Blanche-Neige bat un ogre en lui tirant une flèche entre les deux yeux, c'était fou. C'était puissant ça, mais ça n'empêche que ouais, Emma dans la première moitié de l'épisode, elle était un peu saoulante, j'ai trouvé. Donc elle finit avec le voyage, elles finissent par retourner dans le château qui est complètement en ruine. L'armoire est à peu près intacte. Une chance qui va pas durer très longtemps, mais c'est une chance quand même. Et c'est là que Lancelot apparaît pour dire qu'il veut les aider, mais étant donné qu'il divulgue un truc qu'Emma lui a dit bêtement au tout début de l'épisode, Blanche-Neige reconnaît qu'il ne s'agit pas de Lancelot, mais en fait de Cora, qui a pris son apparence, qui sait toujours parfaitement servir de sa magie, et qui avait tué Lancelot depuis un moment. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouais, un personnage intéressant, mais apparemment il va pas être très développé. Dommage. Donc, ouais, pour l'empêcher de s'en prendre à Henri, malgré le fait qu'elle sache pas encore comment on va pouvoir recharger l'armoire, etc., elle décide de foutre le feu à l'armoire, Emma. Donc, un moyen en moins. J'espère vraiment un truc. J'espère vraiment que vous trouverez une méthode pour revenir dans notre monde normal qui sentent pas le Deus Ex Machina ou la solution de dernière minute qu'on a trouvé par magie, que ce soit bien amené. Parce que voilà, déjà avec le chapeau et l'armoire, ça fait deux fausses pistes qui partent un peu en fumée. Et j'espère que vous avez quelque chose de bien pour justifier ça. Voilà, pour bien appuyer ce truc-là. Ça serait cool. Et donc, ouais, en ayant vu ce que sa mère avait prévu pour elle, petite, je reconnais ça à l'épisode. Emma reconnaît qu'elle avait été un peu trop vache dans son jugement avant. Elle reconnaît en fait que ses parents se souciaient vraiment d'elle. Ce qui amène une scène plutôt jolie entre elles, entre Emma et Blanche-Neige. Et au final, en apprenant donc que Lancelot n'est plus et que Cora est dans la nature, Mulan décide qu'il faut un nouveau chef et elle décide, et comme c'est apparemment elle qui doit décider, pour une raison qui m'échappe, ce nouveau chef ça va être Blanche-Neige. C'est elle qui décide, voilà. Blanche-Neige a montré qu'elle était super capable dans ce voyage, donc elle peut facilement être le nouveau leader du front de libération. Un peu hâtif comme décision, mais bon, pourquoi pas, hein. Dans notre monde, Henri redevient un petit peu le gamin chieur du début de la saison 1, en voulant s'immiscer un peu partout. Voilà, donc bon, David, en toute sagesse, tu dis que si tu veux m'aider, va à l'école et sois sage. Et bien entendu, lui, il veut pas. Déjà, il s'immisce tout d'abord dans la vie de Jefferson, en lui demandant s'il peut faire quelque chose, il peut rien faire. Et la seule chose à laquelle il contribue là-dedans, Henri, c'est de dire hey, il faut que vous parliez à votre fille, elle vous a recherché pendant tout ce temps. Je sais que moi aussi, j'ai cru que ma mère m'avait abandonné, mais c'est mieux que rien du tout, etc. C'est plutôt touchant, en dehors du fait que l'acteur est toujours aussi moyen, l'acteur qui joue Henri, Jefferson ça va, et c'est à peu près tout quoi, ce qu'on aura sur Jefferson. Il retrouve sa fille à la fin et... Au revoir, les rideaux pour lui, j'ai l'impression. J'ai vraiment le sentiment qu'ils vont pas aller plus loin que ça sur le personnage. C'est dommageable, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est bien de se centrer sur sa relation avec sa fille. Mais mine de rien, il y avait tellement de choses, de mystères autour du personnage sur ce qu'il a fait, ce qu'il a amené à avoir un chapeau magique en sa possession, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un petit gâchis autour du personnage, si ça s'arrête là, et ce que ça donne vraiment l'impression d'être. Quoi qu'il en soit, donc, Henri décide de trouver un moyen de retrouver sa mère et Blanche-Neige. Et c'est pour ça qu'il décide de leurrer Regina en lui promettant, en lui demandant si elle veut bien manger avec elle au café. Voilà, donc bon point pour l'actrice qui joue Regina, parce que je lui ai un petit peu craché dessus la dernière fois. Je vais quand même être clair là-dessus. J'ai beaucoup apprécié son jeu d'acteur là-dessus. On sent qu'elle le fait très bien, ce personnage de mère qui est prête à tout pour pouvoir retrouver
retrouver une relation avec son enfant. Et honnêtement, c'était très bien fichu, elle le joue très bien à ce niveau-là. Et c'est pour ça que quand on voit juste après le coup de fil que Henry l'a juste floué pour qu'elle se casse et qu'il lui pique ses clés, et ben j'ai trouvé l'espace de quelques secondes, j'ai dit oh mais t'es vache Henry. Ça veut dire à quel point ce jeu d'actrice m'a un peu marqué sur le coup. Donc ouais, il prend ses clés, il va donc à l'espèce de cave dans le tombeau du père de Regina. Là aussi, il y a un petit passage pas mal fait sur le moment où il regarde la tombe, le nom de la tombe, et il voit que c'est le même prénom que lui. Ça, c'est des petits détails que j'aime bien, ça. Donc oui, donc il va dans la cave et ben il trouve rien. Enfin, il trouve rien, il cherche pas beaucoup, faut dire. La seule chose qu'il trouve, c'est une espèce de coffret qui contient un serpent qui a une tête à chaque extrémité. On l'avait déjà vu dans un épisode précédent, ce serpent-là. Donc, elle l'a gardé avec elle, ce serpent. Ok, bizarrement, pourquoi elle l'a gardé avec elle et c'est pas considéré comme magique? Pourquoi elle l'a pas essayé de l'utiliser pour alimenter le chapeau? C'est pas une créature magique, ça? Ok, parce que mine de rien, si elle a une tête à chaque extrémité, c'est génétiquement pas pratique ce truc-là. Je veux dire, comment elle fait pour, comment ce serpent fait exactement pour éliminer ses déchets? Je veux dire, s'il a deux têtes à chaque extrémité, est-ce que vous voulez dire que c'est au milieu le, c'est des détails à la con. C'est juste dire, ouais, apparemment les créatures comme les espèces de dragons avec une tête à chaque extrémité des dragons, c'est pas magique, ça apparemment c'est. Ok, ok, c'était pas grave. Donc David arrive parce qu'il a été prévenu par Regina pour le sauver in extremis et il recherche pas plus que ça l'endroit. Ils se disent que bon, et on finira par trouver autre chose sans essayer de fouiller un petit peu le truc. Ok, et donc ça se termine à David qui n'en veut pas du tout à Henry d'avoir désobéi à ses ordres et qui l'encourage même à l'accompagner un petit peu en s'entraînant à l'épée ou des trucs comme ça. Bon, à l'épée en bois, faut pas exagérer non plus, mais ouais, je trouve. En termes de morale, j'ai du mal. Hein. Bon, après, mine de rien, je dis qu'il est un peu chieur, Henry, dans cet épisode, mais je comprends quand même ce qu'il pousse, quoi. Il vient de perdre sa mère et sa grand-mère, donc c'est normal qu'il se sente complètement concerné par ça. Et ça se termine en montrant que le procureur Trouduc, qui est le roi Trouduc dans le monde des contes de fées, est toujours là et n'augure rien de bon. Apparemment, oui, on le voit dans la dernière image du film, regarder, observer David et Henry de loin, histoire de dire j'ai quand même encore mon mot à dire. Donc oui, je trouve ça intéressant qu'on n'oublie pas ce personnage parce que ce personnage est important. Donc bon, déjà ils l'ont pas oublié dans les flashbacks, mais je veux dire, ils l'ont pas non plus oublié dans le monde dans notre monde. Donc c'est intéressant. Ouais, j'attends de voir ce qu'il pourra faire plus tard. Enfin bon, c'est le truc habituel, c'est-à-dire qu'il y a certains points que j'ai pas trop aimé, mais globalement c'était bien fichu, il y avait pas mal de développements qui m'ont intéressé et qui me tiennent toujours en haleine pour la suite. Voilà, donc comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est bien reparti cette saison pour m'intéresser. J'attends l'épisode 4. À bientôt, ciao!